Alors, bienvenue à tous. Du réseau des gens d'affaires du Québec, le RGAQ, est fier de vous présenter cet événement visant à partager avec vous le savoir-faire des gens d'affaires d'ici. Nous vous offrons cette cyberconférence sans déplacement et dans le confort de votre bureau. Aujourd'hui, notre webinaire RGAQ a pour objectif de mieux comprendre le graphique afin de mieux diagnostiquer. Juste avant de vous présenter notre conférencier, permettez-moi de vous expliquer le défi. Alors, en tout temps, notre conférencier, qui est Martin Carignan, vous pouvez poser des questions au conférencier en allant sur l'onglet que vous allez avoir dans le haut de votre écran qui est marqué Q&A. Donc, cet onglet-là sert aux questions. Alors, vous pouvez écrire votre question et nous l'envoyer et Martin va pouvoir répondre là, en tout temps à cette question-là. On a également la fonction de chat qui est activée quand même. En tout temps, si vous voulez communiquer avec moi ou vous avez des petites questions qui est de tout genre là, par rapport aux conférenciers, par rapport à la technique, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a absolument aucun problème. Moi, je vais être l'animateur, puis je serai toujours présent. Et vous pouvez également changer, vous mettre en plein écran avec le bouton qui est complètement à votre droite en haut de l'écran. Euh, et vous avez également la fonction aussi d'ajuster votre audio en cliquant sur le bouton Audio Setting. Si vous cliquez sur le bouton Raise Hand, qui veut dire lever la main pour parler, euh, on n'aura pas nécessairement l'interaction qu'on veut. Donc, vous êtes mieux d'utiliser en tout temps le bouton Q&A qui va vous permettre de pouvoir là, poser, écrire vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, votre question va quand même être dans un rapport et soit M. Pelletier ou soit M. Carignan pourront répondre là, personnellement à vos questions car votre adresse courriel va être reliée à votre question. Euh, vous avez également la fonction partage de documents, c'est-à-dire qu'on va voir les présentations de M. Carignan. Donc, vous pouvez en tout temps basculer entre l'image de la présentation et basculer entre l'image du présentateur. C'est une fonction là, que vous allez avoir là, complètement dans le haut de votre document. Et vous pouvez agrandir ou diminuer le vidéo de votre conférencier en tout temps. Vous pouvez l'avoir plus petit si vous voyez que ça prend trop de place dans votre image ou vous pouvez le mettre plus grand. Vous pouvez déplacer également en tout temps là, votre présentation que vous allez avoir à votre écran juste en cliquant dans le haut de la présentation. Vous pouvez la déplacer et faire glisser. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter M. Serge Pelletier, qui, pour commencer, va nous faire l'introduction au webinaire et par la suite, on va pouvoir entendre la présentation de M. Martin Carignan. Alors, M. Pelletier, je vous cède la parole. Oui, merci Normand. Et c'est Roger Pelletier, mais c'est pas de problème. La famille des Pelletier est très grande. Alors, aussi, au nom de l'ASQ Montréal francophone, on est très heureux d'avoir Martin comme conférencier aujourd'hui avec nous pour partager sa connaissance. C'est très généreux et c'est très éclairant aussi d'avoir ce genre de conférences-là et de faire participer à différentes audiences, certaines pratiques en qualité. Et juste pour présenter Martin, Martin, c'est un statisticien qui est associé au groupe Conseil en statistique Diligence. Puis il œuvre dans le domaine de la qualité depuis plus de 19 ans. Puis il a formé beaucoup de gens, des centaines de gens au niveau des lignes Six Sigma et des différentes techniques de statistiques. Alors, sans plus tarder, j'invite Martin à nous présenter sa conférence. Bien, bonjour tout le monde. Comme Normand a appelé Roger Serge, Roger a appelé ma compagnie Diligence, mais c'est Différence. Mais c'est correct. Donc, on se fait des petits échanges comme ça. Je vais partager donc, je vais vous partager ma présentation.
Donc, dans la présentation, je vais vous parler d'un outil graphique pour faire l'analyse de capacité. Je vais vous définir un petit peu c'est quoi l'analyse de capacité et puis comment ce graphique-là peut être intéressant. Donc, je vais mettre l'emphase sur vraiment un domaine, quelque chose de quand même assez ciblé au niveau de l'analyse de capacité. Et dans la présentation, je vais me promener entre ma présentation PowerPoint et parfois, je vais aller dans un logiciel aussi qui permet de faire facilement le graphique cible, qui s'appelle JMP. Ceux qui sont familiers avec les logiciels statistiques, beaucoup de gens connaissent Minitab. JMP, ça en est aussi un autre qui est très bon, en fait, au niveau des capacités graphiques. Et soyez sans crainte, par exemple, le graphique cible, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire facilement dans Excel. Là, je vais vous montrer un exemple à la fin. Donc, le logiciel n'est pas requis, quoiqu'il peut faciliter beaucoup le travail. Donc, les objectifs de notre webinaire, c'est premièrement d'avoir peut-être un nouvel outil qui est assez graphique et simple pour nous aider à analyser notre capacité à rencontrer les spécifications. Je vais donner plus de détails tantôt là-dessus. Et aussi un graphique qui va nous permettre de diagnostiquer si on est, par exemple, si notre performance n'est pas bonne, diagnostiquer la source du problème. Est-ce que c'est plus parce qu'on est mal centré par rapport à nos spécifications ou c'est un problème de variabilité? Et encore une fois, je vais revenir à ces concepts-là tantôt. Dans le contenu du webinaire, je vais commencer par vous définir un peu c'est quoi la capacité d'un procédé. Ensuite, je vais parler de la notion de variabilité à court terme et à long terme. Je vais vous présenter les 4 indices de capacité standard qui sont le CP, le CPK, le PP et le PPK. Je vais parler aussi un petit peu de l'importance de la normalité. Je vais vous montrer c'est quoi la normalité et un peu l'impact sur l'analyse de capacité. Et aussi le lien entre les indices de capacité et le pourcentage d'observation hors spécification, donc le pourcentage de non-conformité, qui va nous amener ensuite, ça devrait mettre la base, donc s'assurer que tout le monde, on a la base pour ensuite comprendre le graphique cible. Et ensuite, je vais vous montrer des applications du graphique cible avec des jeux de données. Avant d'aller plus loin, je crois que Normand a pour nous un petit sondage. Oui, effectivement. Alors, voici la première question. Vous n'avez qu'à choisir la phrase qui complète le mieux ou qui répond le mieux à la question. On va laisser encore une dizaine de secondes pour répondre. Normand, je ne vois pas la question. Est-ce que je dois arrêter mon contenu, Normand? Non, c'est correct. OK, on est dans les temps, fait 35 secondes, donc on va mettre fin au sondage et on va partager les résultats. Alors, à la première question, c'est-à-dire à la question, le premier choix, on est à 13 %. La deuxième réponse, on est à 53 %. Et la troisième réponse, on est à 20 %. Et la quatrième réponse, on est également à 20 %. OK, donc on se rapproche d'une distribution normale. On va le voir tantôt. OK, donc je vais vous parler de c'est quoi la capacité d'un procédé. En fait, c'est un indice de capacité, c'est une mesure qu'on met en place qui nous permet d'évaluer à quel point est-ce qu'on est capable ou non de rencontrer les spécifications. Les spécifications sur un produit, c'est souvent ce que le client s'attend. Par exemple, si on fabrique des papiers mouchoirs et on veut une certaine force au papier pour pas que le papier se déchire trop facilement, supposons qu'on veut une force entre 300 et 400, bien, une analyse de capacité va nous dire à quel point est-ce qu'on est bon ou pas bon pour rencontrer une force qui devrait être entre 300 et 400. Ça peut s'appliquer aussi dans les services. Par exemple, on s'attend, je veux faire livrer ma pizza et puis je m'attends à ce que ce soit livré en 15 minutes ou moins. Donc, une analyse de capacité pour analyser donc, notre capacité à livrer nos pizzas en dedans de 15 minutes. Donc, 15 minutes serait ce qu'on appelle une spécification supérieure. Les indices de capacité, en fait, il y a
ben, deux catégories, ce qu'on va appeler les indices CP ou CPK. Et je vais parler ensuite du PP et du PPK, la petite différence entre les deux. La formule, en gros, ce qu'on voit, c'est au numérateur, pour le CP, on a USL moins LSL. C'est quoi ces acronymes-là? C'est les acronymes en anglais pour Upper Spec Limit moins Lower Spec Limit. Donc, en fait, c'est la spécification supérieure moins la spécification inférieure. Donc, en d'autres mots, c'est la largeur de la spécification. Comme dans mon exemple de tantôt, on parlait entre 300 et 400. Donc, ce sera une largeur dans ce cas-ci de 100. Et on va diviser par quelque chose qui s'appelle 6 sigma, à ne pas confondre avec le Lean 6 sigma. Là. Mais donc, 6 fois la variation du procédé. Parce que quand notre distribution est normale, et ça, je vais vous présenter ça tantôt, quand on prend 6 fois la variation du procédé, ça nous donne en gros la largeur de la variabilité de notre procédé. Donc, si on résume, ce qu'on compare en fait, c'est le CP va comparer la largeur des specs, donc à quel point nos specs sont larges, par rapport à la largeur de notre procédé, à l'intérieur de quelle plage notre procédé varie. Donc, si le procédé varie autant que la largeur de nos specs, qui peut être considéré comme une bonne chose, on va avoir un ratio de 1. Et comme vous pouvez le voir, plus le ratio est élevé, bien, plus mon procédé va rentrer un grand nombre de fois dans mes specs. Par exemple, un ratio de 2 voudrait dire que mes specs sont 2 fois plus larges que la variation de mon procédé. Donc, plus le ratio est élevé, mieux c'est. Le CP, vous voyez, il n'y a pas de moyenne. Donc, en fait, on fait juste regarder largeur sur largeur. Ça ne tient pas compte du centrage. Dans la formule du CPK, c'est là qu'on voit dans la notation la lettre mu qui veut dire moyenne. Donc, on va tenir compte de la moyenne du procédé. Et le CPK, dans sa formule, va nous pénaliser si on est décentré par rapport au procédé. Là, je sais qu'il y en a pas mal déjà qui ont mal à la tête parce que je suis déjà dans les formules. Je vais sortir des formules et je vais vous donner des exemples graphiques pour vous aider à comprendre. Par exemple, ici, vous voyez la forme, si je vous explique le graphique sur l'axe des X, donc l'axe horizontal qui va de 6 à 14, c'est comme si on mesurait quelque chose qui peut prendre des valeurs de 6 à 14. On voit deux droites verticales à 7 et à 13. Et ça, ce seraient les spécifications. Donc, on s'attend à avoir des observations entre 7 et 13. Donc, encore une fois, si je prends un indice de force qui pourrait varier entre 6 et 14, bien, de 7 à 13, ce seraient nos spécifications. On voudrait une force entre 7 et 13. La courbe qu'on voit, la courbe bleue qu'on voit à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle une courbe normale. Plus elle monte, en fait, ce qu'on ne voit pas, on ne voit pas l'axe des Y, l'axe vertical, mais ça représente la fréquence. Donc, plus la courbe est haute, plus il y a un grand nombre de données à cet endroit-là. On voit que le maximum est à 10 dans le milieu de la spécification. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait probablement beaucoup d'observations. Notre procédé serait souvent bien centré. On aurait beaucoup d'observations autour du milieu. Et on voit après ça que quand on s'éloigne de 10, soit vers le 11, 12, 13 ou en descendant, bien, la courbe, elle diminue. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de données, plus on s'éloigne du centre qui est 10, de moins en moins d'observations. Et en gros, donc, quand on regarde ça, quand on regarde et cette forme-là, qui est la forme un peu d'une montagne, c'est ce qu'on appelle la loi normale. Quand on regarde, en gros, la largeur de cette forme-là, on voit en gros que nos données de notre procédé varient pas mal toutes entre 7 et 13 et que notre spécification va de 7 à 13. Donc, en fait, que la largeur de notre procédé est à peu près la même largeur que nos spécifications. Donc, c'est là qu'on va dire qu'on a un indice de capacité de 1, c'est-à-dire qu'ils ont la même largeur, ils varient à peu près de la même façon. Si on regarde le graphique d'à côté, là, on voit que l'indice de capacité, dans ce cas-ci, est rendu à 1,5. Pourquoi? Parce que là, si on regarde la forme, on a beaucoup moins de données près de nos spécifications. Les données sont encore plus concentrées autour de 10 parce que la courbe est plus haute et elle a moins de variations. Et ça veut dire, en fait, la valeur de 1,5, c'est comme dire que notre procédé rentre 1,5 fois dans nos specs. Donc, on a du jeu. Le fait que le CP soit égal au CPK, ces deux indices-là, c'est parce que le procédé est centré.
tantôt, plus tard, je vais vous montrer des exemples de procédés décentrés, c'est quoi l'impact. Je vais vous montrer un dernier exemple ici, où ce qu'on voit, c'est un procédé maintenant qui est plus variable. Vous voyez, là, il y a beaucoup plus de bleu à l'extérieur des spécifications. Et puis, le bleu à l'extérieur des spécifications, ça représenterait des produits qui ont eu des valeurs de 5, de 6 et autour de 7. Ou de l'autre côté, à droite, des valeurs au-dessus de 13, 14, 15. Là, donc, on voit que notre procédé varie plus et plus large que nos spécifications. Donc, l'indice de capacité est en deçà de 1. Donc, 0,5. Fait que si on regarde donc les trois graphiques, le meilleur procédé en termes de capacité à atteindre les spécifications, bien, ça, c'est celui de gauche parce que c'est celui qui a l'indice de capacité le plus élevé. C'est celui qu'on voit qui est le plus facilement à l'intérieur, qui rencontre le mieux les attentes du client, qui sont des valeurs entre 7 et 13. Maintenant, je reprends l'indice de capacité de 1. Donc, on voit encore le procédé varie à peu près autant que nos spécifications. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a gardé nos spécifications, en fait, plutôt qu'être de 7 à 13, sont maintenant de 10 à 16. Donc, parce que nos spécifications sont de 10 à 16 et que là, maintenant, mon procédé est centré autour de 10, bien, on voit que j'ai la moitié de mes observations qui ne rencontrent plus les attentes du client parce que là, les attentes du client, c'est d'être entre 10 et 16. Et j'ai la moitié de ma courbe qui est en deçà de 10. Donc, ça, c'est un cas où, vous voyez, le CP, la valeur du CP reste toujours à 1. Pourquoi? Parce que le CP fait juste regarder la largeur de mon procédé versus la largeur de mes specs et ne tient pas compte du centrage. Par contre, le CPK, lui, tombe à 0. 0, ça, c'est quand la moyenne de notre système, de notre procédé, arrive directement sur une spec. Donc, c'est rarement une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on va avoir la moitié de nos produits qui ne rencontreront pas la spécification. Comme dans ce cas-ci, la moitié des produits vont être en dessous de 10. Fait que ça, donc, quand le procédé se décentre, c'est là que le CPK va commencer à devenir plus petit que le CP. Et dans le dernier exemple, ce qu'on peut voir, c'est que parfois le CPK peut même être négatif, c'est-à-dire que là, la spec maintenant va de 11 à 17, ce qui fait que dans ce cas-ci, là, si j'ai toujours le même procédé là, qui est centré à 10, maintenant, ma moyenne est même à l'extérieur des attentes du client. On s'attend minimum 11 et en moyenne, on est autour de 10. Donc, le CP reste toujours de 1 parce que la largeur n'a pas changé, mais cette fois-ci, le CPK est même négatif, ce qui est un signe que là, la moyenne de notre procédé n'est même pas à l'intérieur des specs. Beaucoup de mots ici. Si je résume, en fait, j'ai parlé beaucoup de l'indice C, la capacité, et je veux vous introduire la différence entre, en fait, l'indice C pour capacité et l'indice P pour la performance. Donc, éventuellement, la différence entre le CP, le CPK et le PP et le PPK. L'indice, je vais commencer par l'indice de performance. Le P, lui, c'est une performance qui est calculée sur nos données qu'on a observées. Ça représente un peu l'état actuel. Donc, en termes statistiques, ce qu'on dit, c'est qu'on va utiliser l'écart type de l'ensemble des données pour représenter l'ensemble de la variation qu'on a vue. Tandis que l'indice de capacité, le C, lui, va utiliser ce qu'on appelle la variation à court terme. Pour ceux qui sont familiers avec les cartes de contrôle, c'est souvent la façon dont on calcule les limites de contrôle. Et tantôt, je vais vous donner un exemple de comment on peut, qu'est-ce que ça peut représenter la variation à court terme. Mais c'est donc on va utiliser une autre façon de calculer la variation qui fait en sorte que si notre procédé a présenté des changements de niveau, tout ça, notre estimé de la variation ne sera pas affecté par ça. Et donc, c'est ce qu'on va dire, c'est l'estimé du procédé, de sa variation s'il était stable. Stable, donc s'il n'avait pas eu de changement de niveau ou quoi que ce soit. À la gauche, ici, sur le graphique, ce que vous voyez, c'est un graphique, on appelle ça une carte de contrôle, où vous voyez en gris pâle, ce sont des données d'un procédé. Ce procédé-là, à l'œil, quand on regarde les données grises, a varié pas mal entre 300 et 650. Sur ce procédé-là, comme vous voyez aussi à l'œil, vous voyez, il y a peut-être eu des changements de niveau. Il s'est promené un petit peu dans le temps. Il n'est pas resté toujours stable autour de sa moyenne. Sa moyenne, c'est la barre verte.
Les spécifications autour de ce procédé-là sont représentées par les barres rouges. Donc, les barres rouges, c'est les attentes du client. Le client aimerait que l'ensemble des produits soit à l'intérieur des barres rouges. Et on voit bien, dans ce cas-ci, qu'il y a des observations des produits à l'extérieur. Je fais le lien entre ce graphique-là et que vous voyez à la droite, qui ressemble un peu aux courbes qu'on a vues tantôt. On appelle ce graphique-là un histogramme. Encore une fois, plus la colonne est élevée, plus il y a un grand nombre d'observations à cet endroit-là. Et vous voyez, sur l'histogramme, on a représenté les specs, qui sont aussi les deux barres rouges, qui vont de 400 à 600. Et ce qu'on voit bien aussi sur l'histogramme, c'est qu'il y a plusieurs observations qui sont à l'extérieur des spécifications. Maintenant, sur le graphique, il y a aussi les barres pointillés noirs. Ça, les barres pointillés noirs, ça représente la variation de l'ensemble de nos données. Vous voyez, si vous regardez sur le graphique, les barres pointillés noirs incluent pratiquement l'ensemble de toutes les données, finalement. Ces barres pointillés-là ont été calculées à partir de l'écart type de l'ensemble des données. Les barres pointillés noirs correspondent en gros à la distribution sur l'histogramme que vous voyez, qui est en pointillés noirs. Donc, vous voyez comme une courbe normale pointillés noirs. Cette courbe-là, si vous la regardez bien, elle est un petit peu plus affaissée. Donc, pour les données éloignées, ces valeurs, les pointillés sont un petit peu plus élevés que la courbe bleue, ce qui veut dire qu'il y a plus de données éloignées. On voit que la courbe est plus affaissée au centre, donc moins de données dans les specs. Cette courbe-là, pointillé noir, correspond en fait à la droite pointillé noir que j'ai tracée sur mon graphique à côté, qui couvre en fait l'ensemble des points. C'est ça qui va représenter cette droite pointillé noir-là. C'est ça qui va être utilisé pour le calcul du PP et du PPK. Donc, la variabilité actuelle de notre procédé, la performance actuelle. Ensuite, vous voyez à l'intérieur du graphique, il y a des barres bleues. Les barres bleues, on va appeler ça aussi les limites de contrôle. Et vous voyez qu'il y a quand même plus de points à l'extérieur des barres bleues. En fait, les barres bleues ont été calculées, c'est elles qu'on va dire qui représentent la variation à court terme ou la variation qu'on devrait observer si notre procédé était stable. Stable, ça veut dire sans changement dans le temps, sans tendance. Ces barres bleues-là ont été estimées comment? Par une variation à court terme qui va s'appeler l'étendue mobile. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, ça fait partie d'un autre outil qui s'appelle les cartes de contrôle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les barres bleues représentent la variation de mon procédé si mon procédé n'avait pas été affecté par des sources de variation qui ont créé des tendances dedans et donc plus de points à l'extérieur des spécifications. Et donc, si vous regardez sur l'histogramme, le graphique en bleu, lui, est un peu plus restreint, monte un petit peu plus haut au centre et est un petit peu plus bas au niveau à l'extérieur des spécifications. Donc, ça représente un système un peu moins variable. Et c'est cette variabilité-là, c'est ce graphique-là qu'on va utiliser pour calculer les indices C de capacité comme tel. Donc, juste à l'œil, si on compare sur l'histogramme les courbes pointillés noirs avec la droite en bleu, on voit qu'il y a plus de données hors spec pour la courbe pointillé noir, parce que la courbe pointillé noir a une plus grande région, va plus haut à l'extérieur des specs qui sont les barres rouges. Ce qui veut dire que ce procédé-là serait moins capable. Donc, c'est pour ça que notre indice PP de performance nous dirait que le procédé est moins bon que si on le comparait à sa capacité. La capacité, c'est la barre bleue. C'est si on n'avait pas eu ces changements de niveau-là, si notre procédé était parfaitement stable. Donc, encore, pour ceux qui ont répondu 1 à la question de départ, déjà, c'est peut-être un petit peu complexe. Ça s'appelle des notions de carte de contrôle. Mais encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'éclaircissements, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, si je résume, en fait, on peut, pour bien comprendre la différence entre nos 4 indicateurs, le CP, le CPK, le PP et le PPK, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension du centrage. Donc, est-ce qu'on est bien centré ou pas à l'intérieur de nos specs? Et il y a la dimension variation. Donc, est-ce que je prends la variation que j'ai observée, qui inclut tous les changements de niveau, toutes les causes spéciales qui ont fait varier mon procédé, ou si j'utilise juste la variation à court terme, c'est-à-dire la variation de mon procédé qui est estimée si je n'avais pas eu l'ensemble de ces changements-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que
Si on assume que le procédé est centré, donc du côté gauche, au niveau du centrage, les indices qui assument que notre procédé est parfaitement centré, c'est le CP et le PP. Donc, ça nous donne notre capacité si on était parfaitement centré. On est pénalisé si on est décentré quand on regarde l'indicateur du CPK et du PPK. Si on veut voir quelle est notre capacité qu'on pourrait avoir si on éliminait, si on stabilisait notre procédé, si on éliminait les causes spéciales de variation, ça, ce qu'on voit, c'est le côté gauche, le court terme. Donc, on pourrait regarder le CP ou le CPK. Et notre capacité, si on inclut l'ensemble des sources de variation qu'on a vues, la capacité observée, bien, ça, c'est mesuré par le PP et le PPK. Donc, encore une fois, le CP va toujours être notre mesure la plus optimiste. Ça nous dit qu'est-ce qu'on serait capable de faire, à quel point on serait bon pour rencontrer nos spécifications si on était centré et si on était stable. Le PPK, c'est celui que je vais appeler le plus réaliste. Donc, si j'avais à en regarder juste un, ce serait probablement lui, qui me donne vraiment la capacité que j'ai observée sur mon procédé et qui va me pénaliser si jamais j'ai été décentré. Si les indices de capacité aussi peuvent être transformés en ce qu'on appelle des parties par million de défauts ou des pourcentages de défauts. Généralement, plus l'indice de capacité va être élevé, plus le nombre de non-conformités va être petit, comme on l'a vu tantôt, parce que plus l'indice de capacité est élevé, plus notre procédé peut rentrer un grand nombre de fois à l'intérieur de nos specs, donc on a plus de jeux. Pour donner un exemple, toujours, et ces estimés-là assument que notre procédé suit une distribution qui est normale, comme la cloche que je vous ai montrée tantôt. Si on a un indice de capacité de 0,5, donc 0,5, ça équivaudrait à peu près à 133 000 défauts par million. En pourcentage, ça représente à peu près 13 % de défauts. Donc, en fait, dans votre production, si vous dites, sur ce produit-là, j'ai une capacité de 0,5, donc ça devrait normalement équivaloir à peu près 13 % de défauts. Un indice de capacité de 1, on tombe à 2700 défauts par million. Donc, c'est à peu près 0,27 % de défauts, qui est beaucoup moins. Et un indice de capacité de 2, on est à 0,0018, mais défauts par million. Donc, c'est pratiquement plus aucun défaut, là. Et c'est important de retenir que tous ces calculs-là, ces hypothèses-là, reposent sur l'hypothèse d'une distribution qui ressemble aux cloches qu'on a vues tantôt. Par exemple, ici, je vous représente, encore une fois, un procédé. On revient un petit peu au procédé de tantôt. Ce procédé-là, il y a donc des valeurs qui peuvent varier en gros entre 4 et 16. Ce qu'on observe, c'est que lui a pas mal varié entre 7 et 13. Par contre, les spécifications vont de 8,5 à 11,5. Donc, on aimerait que tous les produits soient à l'intérieur de 8,5 et 11,5. À l'extérieur de ça, ce sont des non-conformités. Ce procédé-là, si on calculait son indice de capacité, son CP, bien, il serait le même que le CPK. Pourquoi? Parce que le procédé est parfaitement centré. Quand le procédé est centré, le CP est égal au CPK. On n'est pas pénalisé parce qu'on est décentré, parce qu'on est parfaitement centré. Donc, dans ce cas-ci, on aurait une capacité de 0,5 qui correspond, si on convertissait ça en défaut, à 13,4 % de défaut. Le 13,4 % de défaut, vous pouvez le voir de chaque côté. Vous avez une portion de la courbe qui est 6,7 % de défaut à gauche et l'autre portion que vous voyez à l'extérieur des spécifications supérieures qui est le second 6,7 % de défaut. Donc, on retient ici une capacité de 0,5 nous donne 13,4 % de défaut. Par contre, un CPK de 0,5 ne donnera pas toujours 13,4 % de défaut. C'est ce que je vais vous démontrer. Je ne lirai pas toute cette page-là parce que vous allez pouvoir avoir accès aux notes après et je veux que les gens puissent finalement comprendre ce qui est présenté. Je vais plutôt aller immédiatement à la prochaine page. Donc, on se rappelle ce qu'on vient de voir. Un CPK égal à notre CP de 0,5 nous donne 13,4 % de défaut. Par contre, si on regarde le procédé qui est là, ce procédé-là a maintenant une moyenne qui n'est plus centrée. Il est plus centré par rapport aux spécifications.
Par contre, contrairement à tantôt, la distribution de tantôt, on la voit par la courbe un peu plus pâle à l'extérieur. Donc, contrairement à tantôt, on voit qu'on est décentré. Par contre, la variabilité est moins grande. Ce qui fait en sorte que notre, dans ce cas-ci, notre CP n'est plus de 0,5, il est maintenant rendu à 1. Donc, on a un CP de 1 parce qu'en fait, le procédé rentre maintenant une fois dans les specs, à peu près la même largeur que les specs. Mais notre CPK est 0,5. Donc, on se rappelle tantôt, un CPK de 0,5 nous donnait à peu près 13-14 de défaut. Et dans ce cas-ci, notre CPK de 0,5 nous donne juste 6,8 de défaut. Pourquoi? Parce que le fait que je suis décentré, le CPK va prendre le pire cas. Et donc, le pire cas, c'est mon 6,7 de défaut en bas de ma spécification inférieure et qui correspond juste au niveau de la spécification supérieure parce que je suis décentré 0,1 de défaut. Donc, le message, en fait, que je veux passer ici, c'est de vous dire, faites attention. Parfois, les gens vont penser qu'une capacité de 0,5 veut dire, par exemple, 14 de défaut. Bien, en fait, un CPK de 0,5 peut vouloir dire 14 de défaut ou moins, dépendant si on a été centré ou pas. Donc, l'indice de capacité ne peut pas être directement converti nécessairement en pourcentage de défaut si on fait juste regarder la valeur du CPK. Il faut qu'on regarde vraiment l'ensemble des observations. Ceci termine la présentation de l'indice de capacité comme tel, la révision en fait de l'indice de capacité. Et là, je vais vous amener au graphique cible, qui est le graphique qui peut nous aider à représenter notre capacité à rencontrer nos spécifications. Ce graphique-là est quand même, quand on se familiarise avec, devient quand même assez simple à comprendre. En fait, on l'a même implanté chez des clients qui voulaient suivre plusieurs indicateurs de qualité et qui se perdaient un peu dans l'ensemble des indicateurs. Et au début, ça a pris une petite formation, mais après ça, quand les gens étaient habitués, ils sont tombés en amour avec le graphique parce qu'il est quand même assez facile à interpréter après. Donc, sur ce graphique-là, qu'est-ce qu'on a? On a sur l'axe des X, c'est l'axe que j'ai appelé, c'est l'axe du décentrage. Donc, c'est quand on est à 0, si on se trouve à 0, c'est qu'on on est parfaitement centré par rapport à nos spécifications. Plus on s'éloigne du côté gauche, plus on est décentré vers la spécification inférieure, et plus on s'en va du côté droit, plus on est décentré vers la spécification supérieure. Fait que donc, l'axe des X nous parle à quel point on est bien centré ou pas par rapport à nos spécifications. Parce que pour avoir le maximum de rencontrer les spécifications, le mieux, c'est d'être au centre. L'axe des Y représente la variabilité par rapport à la largeur des specs. Donc, plus la valeur augmente, plus ce procédé-là ou ces produits-là ont une grosse variation par rapport à la largeur de leur spécification. Donc, en fait, les meilleures observations, c'est quand on se trouve près de 0 et le plus bas possible sur l'axe des Y, donc le plus près possible du 0. Sur le graphique, on présente aussi les barres noires que vous voyez là, qui fait le triangle. En fait, ce triangle-là représente une zone qui est représentée ici en jaune. Et dans ce cas-ci, la zone, on l'a définie comme étant une zone qui représenterait un système qui aurait une capacité plus grande que 1. Donc, si on se trouve dans la zone jaune, si on voit que notre produit se retrouve là, on sait que le produit a une capacité de 1. Et non, on a vu qu'une capacité de 1, c'est quand même, ça correspond à très peu de défauts, là, environ 0,27 de 0,3 de non-conformité. Si on se retrouve directement sur le triangle, on a une capacité égale à 1. Et lorsqu'on est à l'extérieur du triangle, c'est qu'on a une capacité qui serait inférieure à 1. Et plus on s'éloigne, bien, moins notre capacité est bonne. Donc, rapidement, visuellement, on va pouvoir être en mesure de savoir quels produits sont bons, rencontrent la capacité qu'on désire, et quels produits sont moins bons. Je vais vous montrer un exemple. Encore une fois, pour l'interprétation aussi, je vais passer ces pages-là parce que je vais revenir. J'aime mieux passer un exemple pour vous aider à mieux comprendre le système et je vais revenir plus tard. Donc, l'exemple, c'est un exemple. J'ai commencé par un exemple très simple
qui, sur une machine, on a 3 critères de qualité qu'on veut rencontrer. Par exemple, ça pourrait être, on veut rencontrer une certaine force, on veut que notre produit ait une certaine douceur, on veut que notre produit ait une certaine dimension. Donc, 3 caractéristiques de qualité que j'ai appelées ABC. Et chacune de ces caractéristiques-là a ses spécifications. Donc, la caractéristique A, on s'attend à des valeurs entre 5 et 15, c'est ce que le client demande. La B, entre 2 et 4. Et la caractéristique C, entre 7 et 30. J'ai présenté en bas les histogrammes qui représentent chacun de mes procédés. Donc, juste à l'œil, le premier procédé, qui, on voit par les barres rouges, doit être entre 5 et 15, semble avoir une assez bonne capacité. Donc, il est quand même assez bien centré, se trouve dans les specs. On voit à l'œil que le procédé B, lui, semble pas mal plus variable par rapport à ses specs et moins bien centré. Et le procédé C, en fait, c'est probablement le moins bon des 3. Et le procédé C, lui, rencontre quand même assez bien les specs, a quelques produits à l'extérieur, mais est évidemment décentré, se retrouve beaucoup plus près de la spécification supérieure. Si on représente ces 3 procédés-là sur le graphique cible, à quoi ça ressemblerait? Là, je vais aller vous montrer le tout dans le logiciel. On va peut-être voir un petit peu mieux. Donc, je vais vous partager. Donc, ici, j'ai en fait, dans le logiciel, les données sur l'ensemble de mes 3 procédés, le procédé A, B et C. Dans le logiciel, c'est possible parce que j'ai déjà effectué l'analyse, de juste demander de refaire l'analyse, parce que le but, ce n'est pas de vous montrer, de donner un cours sur le logiciel Jump que j'utilise ici, mais c'est plutôt de vous montrer un peu les résultats, comment on peut regarder ça. Encore une fois, ne vous en faites pas, tout ça aussi peut aussi se faire en Excel. Par contre, il y a un autre logiciel populaire, Minitab, ne me permet pas de faire ces analyses-là. C'est uniquement Jump ou Excel. Donc, j'ai effectué ici l'analyse de capacité de mes données. Et on voit ici le fameux triangle dont je vous parlais tantôt. Où il faut aller voir, c'est ce triangle-là représente une certaine capacité. Ici, dans le logiciel, j'ai défini la capacité à 0,5. 0,5, c'est le triangle ici qui représente la zone en jaune. Donc, si j'ai un des procédés A, B ou C qui se retrouve à l'extérieur de ce triangle-là, je sais que sa capacité est inférieure à 0,5. Et dans Jump, il rajoute une zone verte qui est le double de ce que j'ai spécifié ici. Donc, dans ce cas-ci, la zone verte représente une capacité de 1. Où on a vu une capacité de 1, c'est vraiment très peu de défauts. C'est-à-dire, si la distribution est normale, autour de 0,3 de défauts. Donc, juste en regardant ce graphique-là, qu'est-ce que je peux constater? Je constate que mon procédé A est dans la zone verte et est très près du 0. Donc, mon procédé A, le fait que ce soit très près du 0, je sais qu'il n'y a aucun problème de centrage, qu'il est très bien centré, parce que l'axe des X, l'axe horizontal, c'est la centralité. Par contre, l'axe des Y, au niveau de l'écart-type, la variation, par contre, en fait, il est aussi très bon en termes de variation, parce que je le retrouve dans la zone verte. Donc, aussi, sa variabilité n'est pas excessivement grande. Donc, je vois immédiatement que mon procédé A, ou plutôt la caractéristique A sur ma machine, n'est pas une caractéristique qui est problématique. Si je regarde la caractéristique C, elle est très près de la ligne rouge, qui est une capacité de 0,5. Donc, plus de défauts, on n'a pas une capacité qui rencontre une capacité idéale de 1. Par contre, ce qu'on constate là-dedans, c'est que en termes de variabilité sur l'axe des Y, j'aurai un potentiel d'aller dans le vert. Donc, je ne dépasse pas le vert. Comment je pourrais me rendre au vert? En fait, une des façons, puis d'habitude, dans des procédés, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, ce qu'on voit, c'est que si je rapprochais le point C du 0, là, je serais à l'intérieur du vert. Donc, c'est de prendre le point C ici et de l'amener à mon plus vers le centre ici. Donc, de centrer le procédé me donnerait une capacité de 1. Je suis capable de voir ça par le graphique. Si pour moi, centrer le procédé n'est pas possible pour différentes raisons,
bien ici, je vois quelle diminution de variabilité, que par une diminution de variabilité, je pourrais aussi rencontrer une capacité de 1. Une diminution de la variabilité m'amènerait à descendre dans le vert à ce niveau-ci. Et ce que je vois, c'est que la caractéristique B est probablement la moins bonne de l'ensemble des caractéristiques parce que celle-ci, elle est dans la zone rouge, donc elle ne rencontre même pas une capacité de 0,5. Principalement, en fait, elle a deux problèmes. Je suis quand même décentré parce que la capacité n'est pas à 0. Et en plus d'être décentré, j'ai aussi de la variabilité. Donc, pour améliorer ce procédé-là, je pourrais travailler au niveau de la variabilité, comme aussi au niveau du centrage, le recentré. En fait, je pourrais essayer d'aller chercher. Après ça, dans la pratique, il s'agit de se demander lequel des deux est le plus facile. En général, c'est plus facile de recentrer un procédé que réduire sa variabilité. Mais ça me donne une idée du travail que j'aurais à faire sur la caractéristique B, qui est vraiment très loin de mon idéal ici, qui est la zone verte. En termes d'indices, le logiciel ici nous donne un rapport dans lequel je revois les spécifications et j'ai aussi le fameux PPK, donc qui est ma capacité à long terme, non, la capacité que j'ai observée. Et on voit ici que, en fait, oui, le procédé A a vraiment une capacité qui est au-dessus de 1, donc une très bonne capacité. Et le pire cas, c'est le B avec une capacité de 0,24. Dans le rapport aussi, on a le pourcentage de données qu'on a observé à l'extérieur des spécifications. Ça, c'est ce qu'on a observé. Mais ça, il faut faire attention à ce pourcentage-là parce que si on a peu de données, c'est possible qu'on n'observe pas de produits hors spec, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est peut-être juste parce qu'on n'a pas mesuré suffisamment de produits. Et ici, c'est le pourcentage qu'on s'attendrait à observer si notre système suit une distribution normale. Fait que ce qu'on voit, c'est que pour le procédé A, on s'attend en fait à observer 0 et on a observé 0. Pour le procédé B, on s'attend à observer 26 et on a observé 25 dans les faits. Et pour le procédé C, on s'attend à observer à peu près 4 et on a observé 6. Mais je ne veux pas, encore une fois, mettre l'emphase sur l'ensemble de ces statistiques-là. Ce sur quoi je vais mettre l'emphase, c'est le graphique cible ici, qui en un coup d'œil nous donne une idée des caractéristiques qui sont les moins bonnes, lesquelles sont les meilleures et qu'est-ce que je serai en mesure de faire pour me rendre à une meilleure capacité. Je vais prendre maintenant un autre exemple. Un exemple un petit peu plus complexe. Dans cet exemple, maintenant, j'ai mesuré sur deux marques de produits différentes, la marque A et la marque B. J'ai mesuré sur ces deux marques-là excusez-moi, c'est pas la marque. J'ai 5 marques de produits, la marque A, B, C, D et E. Et sur chacune de mes marques, j'ai mesuré deux caractéristiques de qualité. Une qui s'appelle le poids de base, donc un peu le poids du produit, et l'autre qui est la force du produit. Et pour chacune de mes marques et chacune de ces caractéristiques-là, j'ai des attentes, j'ai des spécifications. Donc, ça fait un ensemble, en fait, de 10 choses à regarder. 5 produits, et sur chacun, j'ai 2 caractéristiques de qualité, le poids de base et la force. Si je fais l'analyse de capacité sur l'ensemble de ces données-là, le logiciel ici me donne le graphique suivant. En passant, dans ce cas-là, le client, dans cette situation-là, pour lui, il disait, moi, le minimum que ça me prend, j'aimerais avoir au minimum, plutôt au maximum, 10 de défauts. C'est le nombre de défauts maximum que je suis prêt à accepter. Et parce que lui, dans sa réalité, il travaillait en pourcentage de défauts. Donc, il dit, moi, c'est 10 de défauts. Ça, je ne veux pas aller au-dessus de ça. Et donc, on aimerait savoir 10 de défauts, ça correspond à quel indice de capacité? Parce qu'on doit représenter ça sur le graphique. Et je vais vous partager une autre image. Ici, qui est un fichier très, très simple que je peux mettre à votre disposition après la conférence.
qui permet de convertir un pourcentage de défaut en indice de capacité. Donc, étant donné que le client veut maximum 10 de défaut, on s'est dit, bien, donc on va assumer 5 de chaque côté, 5 sous sa spec inférieure et 5 au-dessus de sa spec inférieure. Donc, un maximum de 10 de défaut. On recherche un indice de capacité qui serait supérieur à 0,55. Donc, c'est grâce à ce petit critère-là qu'on a trouvé la valeur. Supposons qu'il avait voulu juste 1 de défaut de chaque côté. On voit que ceci correspondrait à un indice de capacité de 0,78. Donc, étant donné le client veut 5 de défaut, on peut estimer ça à un indice de capacité de 0,55. Donc, ce serait sa cible, c'est le minimum qu'il veut. Pour certains d'entre vous qui sont peut-être dans l'industrie automobile, c'est peut-être impensable pour vous d'avoir un indice de capacité de 0,55. Par contre, dans d'autres industries, quand il n'y a pas de danger contre personne, etc., et que les défauts, ce sont vraiment des défauts très mineurs, c'est des choses que j'ai vues, des niveaux de défauts parfois qui pouvaient être acceptables parce que le coût des défauts était très faible et les conséquences aussi très faibles. Donc, si on revient à notre analyse de capacité, c'est pour ça qu'on a spécifié ici comme indice 0,55 parce que le 0,55 correspond à 10 de défaut. Donc, si on regarde, là, vous voyez, on a beaucoup plus d'observations que tout à l'heure. Si je suis un petit peu confondu dans les observations, il y a possibilité aussi de ne pas montrer l'ensemble de ces points-là ici, de voir juste les observations, on est situé où. Et après ça, quand on se place dessus, quand on clique sur l'observation, on voit sur le tableau, ça correspond à lequel de mes indices. Je vais quand même rajouter les noms parce que ce n'est pas si pire, mais quand on en a plusieurs, parfois, on enlève donc les noms. Ce qu'on peut voir grâce à cette analyse-là, c'est que un des bons produits, le poids de base pour la marque B, est quand même relativement bon. Rencontre notre attente, on n'a pas plus que 10 de défaut probablement pour lui. En tout cas, son indice de capacité est supérieur à 0,55 parce qu'il se retrouve à l'intérieur du triangle. Le poids de base pour la marque D est quand même aussi relativement bon. Et ici, on a la force pour la marque B qui est très, très juste. Donc, en fait, la marque B, son poids de base et sa force, parce que pour chacune des marques, on a dans le graphique le poids de base et la force, mais la marque B semble être probablement une des meilleures marques. Si on regarde maintenant sur le graphique, ici, je le montre en fait au complet, notre pire, vraiment une des pires performances est au niveau du poids de base pour la marque E ici. Là. Ce poids de base-là, c'est donc, sur notre procédé, la marque E, le poids de base, on a vraiment de la difficulté à rencontrer nos spécifications. Et deux problèmes, on est vraiment fortement décentré parce que je suis très éloigné de mon zéro et je ne suis pas donc à l'intérieur de ma zone de triangle ici qui m'indique que je suis fortement décentré. Et en plus, ma variabilité est très, très grande sur ce produit-là. Donc, ça m'indique un produit qui est probablement très problématique. Contrairement ici au produit que je voyais ici qui était sur le bord, mais qui était ma force sur la marque B, qui était juste. Si jamais je veux l'améliorer, bien, ce que je vois, c'est parce que je suis directement sur mon zéro, je suis parfaitement centré déjà. Donc, la seule façon d'améliorer la force de la marque B serait de réduire sa variation. C'est ce qui pourrait améliorer ma capacité à rencontrer mes specs. C'est la seule façon d'arriver dans le vert parce que je suis déjà très bien centré. Par contre, pour les autres cas ici, comme par exemple, j'ai la force de la marque A, celui-là, je suis fortement décentré, mais du côté positif, donc du côté de l'aspect supérieur. Ma force est vraiment trop haute. Et la variabilité est aussi trop grande. Donc, un problème de force trop élevée, de variabilité trop grande. Par contre, si je reviens à ma marque E, le poids de base est trop faible parce que je suis du côté gauche et la variabilité est trop grande. Sur ce graphique-là, ça représente ce qu'on appelle ici les ratios que vous voyez, ce sont les PPK, les indices de performance. Donc, ça regarde l'ensemble de la variabilité que j'ai observée. Tantôt, on avait vu d'autres indices qui sont les CP et les CPK, qui vont regarder plus la capacité si mon procédé n'était pas affecté par des changements de niveau, si mon procédé avait été parfaitement stable. Et sur le graphique, c'est possible de voir ce que serait la capacité si je
regardait que le court terme. Donc, si je n'avais plus de cause spéciale qui venait affecter mon système. Par ici, les observations qu'on voit qui sont enfoncées, plutôt qui sont pleines. Donc, les observations, les carrés vides, c'est le overall, et quand c'est plein, c'est le within. Le within qui est c'est donc les overall équivaut au PP, PPK, et au PPK en fait, et le plein, c'est le within, ça équivaut au CPK. Et quand on compare les carrés, quand ils sont relativement proches, comme celui-là ici est très proche, c'est probablement un système qui était relativement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu trop de shift, de changement de niveau, de tendance, etc. Par contre, là, on voit que pour le E est passé, il y a une très grosse différence entre son PPK et son CPK, en fait, parce que ça équivaut à la capacité à court terme, ce qui veut dire que probablement que ce système-là a été très instable. Donc, aussi, on peut facilement voir sur le graphique quel système a été le plus instable dans le temps versus lesquels, comme par exemple ici, ont été ont une très bonne stabilité. Une façon, il existe un indicateur en fait. Je le vois ici visuellement que le poids de base de la marque E a été très instable. Et dans le rapport, on a aussi ce qu'on appelle un ratio de stabilité. Le ratio de stabilité regarde en gros la variation que j'ai observée totale, la variation vraiment observée, sur la variation de mon procédé s'il avait été stable, la variation à court terme. Plus ce ratio-là est élevé, bien, plus j'ai été potentiellement instable parce que si ma variation que j'ai observée est égale à ma variation stable, le ratio va être de 1. Donc, ça veut dire deux points qui vont être très rapprochés. Mon procédé, ce que j'ai observé, était très stable. Plus le ratio est élevé, plus mon procédé était instable. Et on voit ici que celui qui a le ratio le plus élevé, c'est notre poids de base de la marque E, qu'on retrouve en haut ici, qui a un ratio de 6, donc très instable. Maintenant, supposons que là, grâce à ce graphique-là, j'ai dit, OK, mon premier sur lequel je veux travailler, c'est mon poids de base de la marque E. J'aimerais ça l'étudier un petit peu plus. Donc, souvent, faire des graphiques pour comprendre ce qui se passe, c'est une bonne idée. On va regarder la marque E sur un graphique. Sur le graphique, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que sur l'axe des X, c'est le temps. Mes données représentent 1 an de production, où on n'a pas toujours produit la marque E, il y a eu quelques trous, mais c'est en gros 1 an de production de la marque E. Et ça, c'est la notion de temps. Ça, c'est les derniers mois de production de mon année. Et ce qu'on remarque, c'est que vraiment, le poids de base de ma marque E dans le temps a augmenté beaucoup. Les 2 barres bleues représentent mes spécifications. Et les barres rouges, c'est ma variation à court terme. C'est la variation que je devrais m'attendre à voir si mon procédé était stable. Et les barres pointillées, c'est la variation que j'ai observée. En fait, j'ai observé une très grande variation, entre autres à cause du changement de niveau. Donc, je vois ici, en fait, que ce procédé-là qui était très, très mauvais en début d'année, parce que vous voyez, j'opère en début d'année, si je regarde ces données-là, en début d'année, j'opérais à un niveau très, très... je suis vraiment à l'extérieur ici de mes spécifications en début d'année. Je suis totalement en deçà de ma spécification inférieure. Bien, sur la deuxième moitié d'année, sur la fin de l'année, là, je me suis mis j'ai corrigé la situation et je suis plus à l'intérieur de mes spécifications. Donc, quelqu'un pourrait se poser la question, maintenant, quelle est la capacité plus en fin d'année? Ça pourrait être intéressant, donc, de voir, OK, peut-être que certains procédés, on les a améliorés, peut-être que d'autres se sont détériorés, donc, quelle est plus notre capacité de fin d'année? Et on pourrait donc refaire notre graphique de capacité, mais cette fois-ci, juste sur les données des 2 derniers mois. Donc, ici, je vais refaire l'analyse, mais juste sur les données des 2 derniers mois. Et là, vous voyez, le point qui était tantôt très haut, le E, le poids de base de E, se retrouve maintenant ici. Ce qu'on constate, contrairement à tantôt, où le point E était vraiment en haut à gauche. Maintenant, les 2 derniers mois, il est beaucoup mieux centré parce que je suis très près de mon zéro. Donc, mon procédé, c'est vraiment centré par rapport à mes spécifications. Et si je veux le rendre atteindre ma capacité de 0,55, ce qu'il faut que je fasse pour le début de l'année suivante, parce que c'est mon analyse à la fin de l'année, je dois attaquer la variabilité, donc réduire encore plus la variation. Par contre, j'ai fait un très bon travail de centrage parce qu'avant, j'étais très décentré, mon indicateur était ici.
et maintenant, il est beaucoup mieux centré parce qu'il se situe beaucoup plus près de mon zéro. Donc, je vois rapidement que ce procédé-là, maintenant, est bien centré. Et je suis capable de voir, donc, pour mes différentes marques, la capacité, en fait, pour mes 2 derniers mois de production. Et on voit que la marque A n'a pas bougé beaucoup. Donc, probablement que les 2 derniers mois n'ont pas été très différents des mois précédents. Donc, encore une fois, par le graphique de cible, on peut cibler probablement un procédé qui sera encore moins bon, que j'aurais ciblé plus pour mon année suivante. Ça risque d'être plus la marque A. Ça, c'est en me basant sur mes 2 derniers mois de données. Et vous voyez sur le graphique, il y a maintenant une nouvelle courbe qui s'est rajoutée, la courbe bleue. Bien, la courbe bleue, c'est possible de la mettre sur le graphique. En fait, ça, c'est la courbe qui représente le 10 de défaut. Je ne veux pas vous confondre, il faut faire attention. Le triangle rouge correspond à une capacité de 0,55. Ça, c'est mon triangle ici qui est rouge, qui comprend la zone jaune. Par contre, on a vu tantôt que ce n'est pas parce que j'ai un PPK de 0,55 que ça équivaut tout le temps à 10 de défaut. Ça va équivaloir à 10 de défaut si mon procédé est centré. C'est pour ça qu'on voit qu'on a 10 de défaut au centre du procédé. Par contre, si je veux savoir dans quelle zone je dois me situer pour être certain d'avoir moins de 10 de défaut, ça devrait être la zone qui est à l'intérieur de la droite qui est bleue ici. Ça représente vraiment, si on veut marcher en termes de pourcentage de défaut, dès qu'un produit se retrouve là, on sait qu'il y a moins que 10 de défaut, en assumant toujours une distribution qui est proche de la normale. Donc, je vais revenir à la présentation. Oups. Ce qui fait qu'on saute. Tout ce que je vous ai dit là va être dans le document PowerPoint là, qui va pouvoir vous être envoyé après la présentation. Donc, comme ce que je pense qu'il faut retenir de cette présentation-là, c'est une chose, moi, que j'ai vu que souvent les gens ne réalisent pas, c'est que pour un même CPK ou un même PPK, par exemple de 0,55 ou de 0,5, peu importe, on n'a pas nécessairement le même pourcentage de défaut, dépendant à quel point on est centré ou pas. Donc, il faut faire attention de ne pas assumer qu'un PPK, mettons, de 0,55 ou même un PPK de 1 va correspondre à X % de défaut. Ça dépend aussi du centrage. Deuxième chose qu'il faut retenir, dans tout ce que je vous ai montré là, l'hypothèse que les données suivent approximativement une distribution normale, c'est-à-dire la forme de la cloche, c'est une hypothèse quand même assez importante. Donc, c'est important de vérifier ça. Et le dernier point, c'est que le graphique cible, souvent, des gens en qualité, on va présenter des indices de capacité, mais les gens, le 1.3, le 0.7, ça ne leur dit pas grand-chose, puis ça leur dit surtout pas grand-chose sur c'est quoi les prochaines étapes pour s'améliorer et est-ce qu'on est vraiment bon ou on n'est vraiment pas bon. Et moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est quand on présente un graphique cible, c'est sûr qu'au début, il faut éduquer un petit peu les gens, mais très rapidement, ils comprennent beaucoup mieux si ça va bien ou pas bien et si ça ne va pas bien, ce qu'on devrait faire pour s'améliorer. Donc, ça focus beaucoup plus rapidement les discussions sur c'est quoi les prochaines étapes pour s'améliorer. Pour la suite, parce que peut-être ça va être dans vos questions, et je voulais quand même, je sais qu'il y a beaucoup de matériel et beaucoup de concepts, surtout pour les gens moins familiers avec les analyses de capacité. Mais le graphique cible peut aussi s'adapter lorsqu'on a une seule spécification. Donc, le graphique, on peut vraiment, c'est une interprétation légèrement différente, mais très similaire, qui reste quand même valide si, par exemple, on a seulement qu'une spécification supérieure, comme mon exemple de pizza tantôt. On veut que notre pizza soit livrée en dedans de 15 minutes. Donc, on ne veut pas aller au-delà de 15 minutes. Si on veut regarder notre capacité sur le graphique cible, on pourrait le faire. Donc, même si on a une seule spécification. Je donne un exemple. Ça, c'est ce qu'on a fait en Excel. Donc, on peut aussi, facilement, les formules ne sont pas complexes. C'est quelque chose qui peut se faire en Excel. Il existe aussi des méthodes. Tantôt, j'ai parlé que c'était très important que nos indices de la normalité étaient très importants. Bien, si vous devez faire une analyse de capacité sur des données non normales, il existe toutes sortes de méthodes.
Et ici, c'était juste un exemple pour vous montrer l'importance de considérer, de ne pas prendre les indices de capacité ou les rapports sans valider que notre distribution est relativement normale. C'est des données sur des durées de vie d'un équipement. Et ce qu'on voulait, on voulait que la durée de vie soit au minimum 10 jours. En dedans de 10 jours, c'était vraiment inacceptable. Donc, on a mis une spécification inférieure à 10 jours. Et si on regarde le nombre de produits hors spécification, ce qu'on a observé, c'est 8 de produits hors spec. Si vous regardez la droite rouge, ce serait l'analyse de capacité qu'on ferait. On calculerait nos PP, PK si on supposait la normalité. On voit que la droite rouge ajuste très, très mal les données. Et en fait, selon la droite rouge, on s'attendrait à 19 c'est-à-dire le double de produits non conformes. Parce que vous voyez, à la gauche de la spécification inférieure, et la droite rouge, il semble avoir quand même une bonne proportion qui peut aller là. Par contre, si on ajuste une autre distribution, on arrive beaucoup plus près de la valeur qu'on a vraiment observée. Donc, c'est juste pour vous dire, en fait, qu'il y a moyen, il existe des outils pour aussi faire des analyses de capacité si les données ne sont pas normales. Et mon dernier point aussi, juste attention, de mon expérience, beaucoup de gens utilisent des règles du pouce. Par exemple, j'ai vu des clients que, par défaut, demandaient des indices de capacité de 1,33. Lorsque je leur demande pourquoi le 1,33, on me dit que c'est parce que c'est ce qui est écrit dans les livres, c'est ce qu'on utilise d'habitude. Donc, c'est important de valider, en fait, que c'est vraiment 1,33 que vous avez besoin. Comme je vous ai dit, moi, j'ai vu chez certains de mes clients qu'un indice de capacité de 0,55 était parfaitement satisfaisant. Donc, juste faire attention à ça, de ne pas prendre des règles du pouce sans comprendre les fondements derrière. Donc, ceci termine ma présentation. Je suis encore une fois ouvert aux questions. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, comme je vous mentionnais au début, vous pouvez juste cliquer en haut complètement à votre gauche sur le Q&R ou Q&A, qui est questions-réponses, et puis vous pouvez les poser directement là, à M. Carignan. Donc, on va attendre quelques secondes, voir s'il y a des questions qui rentrent. Bon, ben, il ne semble pas y avoir de questions, M. Carignan. Je vais laisser la parole à M. Roger Pelletier qui va nous faire une conclusion là, de cette conférence. Je pense que vous êtes sur le mute, M. Pelletier. C'est bon. C'est bon, OK. Oui, vous m'attendez, c'est bien? Oui. D'accord. Tout d'abord, je tiens à remercier Martin pour sa présentation. On peut voir que le graphique cible, ça fait la différence. Et pour faire le lien avec tout à l'heure. Et effectivement, c'est une approche toujours souhaitable de faciliter la vie aux usagers, à savoir comment qu'on peut voir rapidement s'il y a des écarts et de là de prendre des actions appropriées rapidement. Alors, je vois que c'est un outil qui semble intéressant à ce point de vue-là. Et aussi pour Martin, comme conférencier, on va t'offrir un cadeau. C'est un objet d'art en verre qu'on va te faire parvenir ou qu'on va te donner à notre prochaine rencontre si on se voit récemment, dans un futur récent. Alors, c'est ça. Alors, je te remercie au nom de RGAQ et de l'Association Qualité Morale francophone. Merci. J'ai ici deux questions pour M. Carignan avant de terminer, si vous le permettez. J'ai M. Walker qui dit merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous avez des exemples avec Excel. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, oui, on l'a déjà nous autres fait monter dans Excel, donc c'est facilement possible de le faire, là.
Est-ce que, donc, si la personne aimerait voir un exemple dans Excel, je présume? Ici, on parle de graphique cible sur Excel, oui. Oui, ben oui, c'est possible. Ça, c'est quelque chose que je pourrais aussi fournir. Donc, un exemple dans Excel, comment bâtir le graphique cible, là, oui. D'accord. J'ai monsieur ici, El Idrissi, qui demande qu'est-ce que vous conseillez à un débutant de faire comme première étape ou ensemble d'étapes de faire pour se familiariser avec le concept? Une des choses, je pense que les participants vont recevoir, c'est un lien à une page web qui contient beaucoup d'informations sur les indices de capacité. Et sur cette page-là, vous allez être en mesure de trouver des liens à des introductions aussi aux indices de capacité. Donc, je pense sur le web, il y a beaucoup de matériel pour nous introduire aussi aux indices de capacité. C'est sûr que si quelqu'un est vraiment pas familier avec ça, juste aussi en termes pour bâtir la connaissance, il faut tout d'abord essayer de se familiariser un petit peu avec les utilisateurs comme les histogrammes. Et se familiariser un petit peu avec les distributions, comme la distribution normale. Ensuite, c'est bien d'avoir des notions un petit peu de carte de contrôle. Et quand on comprend les histogrammes, on comprend les cartes de contrôle, ensuite, c'est plus facile là, de pousser l'analyse de capacité. Parce que les deux sont un petit peu à la base de l'analyse de capacité. Très bien, merci. Si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez utiliser la fonction Q&A qui est dans le haut à votre gauche de l'écran. J'ai ici M. Walker qui me dit que ce serait grandement apprécié. Et M. El Idrissi qui nous dit merci beaucoup de votre réponse. Alors, ceci complète notre webinaire. J'aimerais vous remercier. Merci M. Martin Carignan, M. Roger Pelletier de leur présentation. Le RGAQ est très reconnaissant également d'avoir eu comme les participants à cette rencontre. J'aimerais aussi vous informer que je vous ai mis sur le chat l'adresse de courriel de M. Carignan si vous désirez obtenir la présentation. Vous allez recevoir également un courriel de remerciement. Et dans le courriel de remerciement, vous allez avoir également les contacts de M. Pelletier et de M. Carignan, leur adresse de courriel. Donc, si jamais vous voulez communiquer avec eux, aucun problème. Alors, au nom du RGAQ, j'aimerais vous remercier encore une fois de votre présence et vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors, merci à tous. Au revoir. Merci. Bravo, merci.